Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Selon le dernier baromètre usage du smartphone au volant publié chaque année par la Fondation Maïf et Ergocentre, 69% des conducteurs français déclarent utiliser leur smartphone au volant en 2023. Je reçois Jean-Marc Truffet. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de la communication à la Maïf, à la Fondation Maïf, et comme évoqué à l'instant, les automobilistes sont nombreux à utiliser leur téléphone au volant. Et parmi eux, 68% sont favorables à l'augmentation des contrôles radars. Pourquoi une telle incohérence ? Oui, alors vous avez raison de le signaler, c'est qu'effectivement, nous on publie ce baromètre depuis plusieurs années, pas que nous d'ailleurs, il y a plusieurs instances où on va dire d'organisations, notamment les sociétés d'autoroutes qui publient beaucoup d'informations par rapport à ça. Ce qu'on note, c'est qu'il y a une tendance à la hausse, de manière quasi systématique chaque année. Voilà, donc il n'y a pas de réduction, en tout cas, quels que soient les usages auxquels on fait attention et quelles que soient les législations qui sont mises en œuvre, il n'y a pas de réduction de ces usages. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui ferait que les gens utiliseraient moins leur smartphone au volant ? Alors effectivement, assez bizarrement, quand on leur suggère un certain nombre d'actions, ils sont peu enclins finalement à y adhérer, mais quand on leur propose d'être eux-mêmes en suggestion d'actions diverses et variées, comme des actions de prévention, des actions du coup de coercition dont on parlait il y a un instant, ils y sont plutôt favorables. Donc on se dit, mais comment est-ce que je peux faire quelque chose et en même temps souhaiter qu'on me l'interdise ? Voilà, c'est toute cette ambiguïté, toute cette ambivalence, ce paradoxe finalement des comportements humains qu'on retrouve là pour le smartphone au volant, mais qu'on peut retrouver dans d'autres contextes. En fait, les gens, nous ce qu'on pense, c'est que les gens savent que c'est interdit. Non seulement ils savent que c'est interdit, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils se sont fait peur en utilisant. Donc, ils savent bien qu'il y a des raisons objectives pour le fait que ce soit interdit. Mais ils pensent qu'ils le font de manière raisonnée, de manière en sécurité, en utilisant le kit main libre, par exemple. Et ils se disent que une des possibilités, ce n'est pas la seule, mais une possibilité importante serait que la législation s'accroisse et que donc des radars plus, on va dire, existants ou supplémentaires viennent leur interdire de le faire. On est dans quelque chose qui est a priori incompréhensible, mais qui fait partie finalement du comportement de la complexité humaine. Alors pour revenir sur la fondation Maïf, en quoi elle consiste cette fondation ? Alors c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a une grosse trentaine d'années, qui s'intéresse aux risques, et pour s'intéresser aux risques, en fait, elle fait appel à la recherche scientifique. Donc on travaille avec des chercheurs, avec des labos de grande renommée, et les domaines d'intervention que selon nôtre sont la mobilité, dont on parle, le smartphone au volant, par exemple, les risques de la vie quotidienne, les risques de catastrophes naturelles et un petit peu aussi les risques numériques. Voilà. Pour revenir sur le baromètre, l'été, période de départ en vacances, on est en fin d'été maintenant, mais il y a les retours. Exactement. Les routes sont souvent chargées, donc on peut s'interroger sur ces chiffres et ces propositions paradoxales, voire ambiguës, car les conducteurs sont favorables à plus de contrôle, mais cela même se met plus en danger en fait en l'utilisant. Sauf qu'au moment de recevoir la petite note et la petite contravention, il râle. Que faut-il faire pour en fait endiguer tout ça ? Alors on peut se dire qu'effectivement ils sont demandeurs de mesures plus coercitives, des interdictions, des amendes, etc. Mais on peut se demander, mais pour qui ? Est-ce que c'est réellement pour eux ou est-ce que ce ne serait pas plutôt pour les autres ? C'est-à-dire que là aussi on observe un comportement qu'on a pu voir dans d'autres structures, d'autres recherches, c'est que, notamment au volant, les gens pensent que ceux qui font les fautes, ceux qui sont les mauvais conducteurs, ce sont les autres. Voilà, c'est-à-dire si on fait une petite statistique pour dire vous considérez-vous comme un bon conducteur en volant, grosso modo, il y a 80 à 85% des gens qui vont dire oui. Et du coup, qui sont ceux qui commettent les fautes ? Ce sont les autres. Ce sont les autres qui sont imprudents, ce sont les autres qui commettent des erreurs, mais surtout pas nous. Et je pense que pour le smartphone, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que on va utiliser son smartphone et là, il faut le reconnaître que la plupart des gens essayent de l'utiliser en mode sécurisé, avec le kit main libre, ou lorsqu'ils sont en arrêt, ou lorsqu'ils pensent qu'effectivement, leur attention risque de ne pas être trop accaparée par l'outil et ils sont en capacité finalement de réagir, notamment sur autoroute, quand il n'y a personne devant, quand il n'y a pas de situation de trafic dense. Voilà. En même temps, ils ont peur de ça. Ils ont peur que les autres, finalement, entre guillemets, fassent la même chose qu'eux
et provoquent des accidents. Voilà, c'est très surprenant finalement. Comme vous l'avez dit, on se dit toujours que le malheur arrive qu'aux autres et qu'à nous, on va être toujours protégé par ce petit ange, ou en tout cas que les situations ne viendront pas à nous. Mais la réalité, elle est souvent plus trash que ça, malheureusement. Lorsqu'on écrit un message au volant, on multiplie les risques d'accident par 23, ce qui est quand même énorme. Et une question qu'on peut se poser, est-ce que les gens ont réellement conscience du risque entrepris lorsqu'ils utilisent leur téléphone au volant ? Oui, ils ont conscience. Alors peut-être pas de manière aussi mathématique, hein. Mais oui, quand on les interroge, est-ce que vous avez une sensation que ce que vous faites ou ce qu'il est possible de faire avec un téléphone est dangereux ? Ils disent oui. D'ailleurs, ils catégorisent les fonctions les plus dangereuses, c'est-à-dire écrire un mail, écrire un SMS, répondre aux réseaux sociaux. Ça, qui nécessite finalement une manipulation avec la main. Ce qui n'est pas le cas du GPS, parce qu'on peut tout à fait simplement le programmer et l'écouter. Mais toutes ces fonctions qui nécessitent une manipulation manuelle sont considérées, sont vécues par les personnes comme des situations à risque. Voire même, pour une proportion assez importante de ces gens-là, ils se sont fait peur. C'est-à-dire qu'ils ont eu des situations de presque accident, ils ont eu des moments de crainte, voire même ils ont vu très très rouge, donc ils se sont fait peur. Ce qui est aussi intéressant dans l'étude, c'est que les comportements vis-à-vis de cette situation dangereuse sont modifiés dans les jours ou semaines qui suivent, mais reviennent au fil du temps. C'est-à-dire que ça ne sert pas de leçon. Oui. Je me suis fait peur, bon, j'intègre ça, et en même temps, je reviens à ce que j'étais en train de... Enfin, disons, je reviens aux vieilles habitudes, parce que, finalement, c'est très compliqué de changer les comportements. C'est une opération de longue durée. Passer des coups de fil au volant, c'est proscrit, mais en fait, presque chaque voiture dispose d'un dispositif Bluetooth, kit main libre. Pourquoi on dit aux gens de ne pas le faire alors qu'en fait on leur donne toutes les clés en main pour le faire au final ? Parce que d'autres études ont fait la démonstration que quand on téléphone, une partie de notre attention est captée par la conversation. Voilà. Et le cerveau, il fonctionne en séquence. On dit que le cerveau peut être multitâche, c'est pas vrai. Il aligne les tâches les unes après les autres en séquence rapide ou lente. Donc quand on téléphone, une partie de notre cerveau est occupée à ça. Donc la partie qui surveille la route, à des instants clés, est mise en sommeil. Ça peut être très rapide comme rythme, mais ça peut être aussi très lent. Première chose. Deuxième chose, quand il y a des situations de danger ou des situations d'urgence qui se présentent, la personne qui est au volant en a conscience, mais la personne qui est de l'autre bout du fil, pas du tout. Et donc, elle va continuer la conversation, ce qui va continuer d'accaparer une partie du cerveau de la personne, et donc les réflexes sont diminués, les capacités de réaction ne sont plus les mêmes. Voilà. Entre 2019 et 2020, une expérimentation en Australie, un radar mobile et fixe nommé Heads Up, qui a la particularité de flasher les conducteurs avec leur téléphone au volant, a eu des retours plutôt concluants et encourageants. En 2 ans, l'utilisation du téléphone a été divisé par 5 et une baisse de 21% de la mortalité routière, ce qui est quand même plutôt encourageant. Ouais. En France, nous ne sommes pas encore équipés de ce genre de matériel. Est-ce que ça serait un peu un moyen efficace de lutter contre ce fléau ? Alors, si on écoute les Australiens, on peut se dire que oui, il faut leur faire confiance, puisqu'ils ont produit des études par rapport à ça. Si on écoute les gens qui demandent des mesures plus efficaces et plus violentes en termes, on va dire, de surveillance, on peut dire oui, allons-y. Voilà, faisons-le. On verra un petit peu comment les gens vont réagir par rapport à ça. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que quand on regarde les courbes de baisse de sinistralité, toutes causes confondues sur les routes, ce sont les radars qui ont été les plus efficaces et de très très loin. En même temps, il y a évidemment des gens qui sont contre les radars pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Donc il y a une efficacité qui est prouvée et une acceptabilité par la population qui est quand même faible. Parce que justement, on peut être pour le radar jusqu'au jour où on ressent une amende. Et là, je peux vous dire que les comportements peuvent radicalement être modifiés. Quelles sont alors les alternatives rapidement pour mettre en place, pour réduire cette utilisation du téléphone au volant ? Alors, il y a évidemment la sécurité à bord. C'est-à-dire que là, il ne faut pas la nier. Le fait qu'avant, il n'y avait quasi rien, les gens manipulaient leur téléphone. C'était quand même extrêmement dangereux. Là, il y a les capacités de le poser sur une plateforme, de le lier avec le Bluetooth à tous les équipements intérieurs. Il y a aussi les commandes vocales qui sont de plus en plus utilisées
tout aussi bien pour interroger que pour écouter des choses qui sont textuelles, qui sont converties vocalement par le téléphone. Voilà, ça, c'est les mesures de précaution. Il y a tout ce qui concerne la prévention. Il ne faut évidemment pas lever le pied sur la prévention, puisque petit à petit, les messages rentrent. Mais nous, notre expérience nous porte à croire que les gens savent. Ils font des choses, non pas parce qu'ils ne le savent pas, ils font des choses parce qu'ils ont décidé de le faire. Et là, effectivement, s'il n'y a pas d'autre moyen que, on va dire, être beaucoup plus sévère, eh bien, soyons-le. Et puis, on verra socialement comment tout ça est accepté. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci à l'ISCPA de nous avoir mis à disposition ces locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.